Bonjour à tous. Raphaël, Ning et moi, on est hyper contents d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas qu'hier, on regardait un peu, vous savez, il y a des statistiques qu'on affiche sur le taux de remplissage de la salle. Et on était contents parce qu'on n'était pas trop mal classés. Mais de vous voir comme ça en vrai, c'est à la fois impressionnant. Vous êtes beau, élégant, curieux. Surtout, vous avez choisi la bonne séance, la bonne salle. On peut se le dire. Je suis prêt à parier qu'il y a des curieux parmi vous qui se disent automatisation, actuariat, peut-être que je vais gagner quelques journées, quelques heures, terminer plus tôt, garder le même salaire au passage, avoir une meilleure vie. On vous promet rien, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Par contre, on vous invite à vous détendre. On va commencer cette session par une vidéo. Et vous reconnaîtrez quelques personnages. Merci beaucoup pour votre attention. Donc on est trois. Je sais pas qui veut commencer par se présenter. Je m'appelle Raphaël. Vous venez de voir quasiment mon biopic, donc enchanté. Plus sérieusement, la vidéo est un peu inspirée de ma vie professionnelle, si on enlève le chat et le robot trouvé sur Tinder. Mais donc je suis responsable des équipes de provisionnement épargne retraite multinormes. Et entre 2018 et 2022, j'étais responsable de la mise en place d'IFRS 17 pour la partie actuariat chez Generali France. Donc on va dire que j'ai une certaine sensibilité à l'automatisation des process qui doivent nous aider à finir un peu plus tôt et à moins travailler le week-end, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Bonjour à tous, Ning, senior manager au sein de l'équipe actuariat de Deloitte. Il n'y a aucun ni moi ni Redouane, on est le robot. Mais on essaie de créer un robot pour Raphaël. De ma part, bébé de Deloitte, il rejoint l'équipe depuis 2011
donc aujourd'hui 13 ans d'expérience en conseil, dont 10 ans à Paris, 12 ans en Asie, y compris également des projets en Afrique. Là, on a mis ça intitulé Sans frontières. D'une côté, c'est pour dire que on a une expérience où on connaît un peu ce qu'on fait les actuaires d'un pays à l'autre. En même temps, vu que nous, avec Redouane, on a un conseil, nous, on a eu beaucoup de projets très, très transverses, car le sujet de l'automatisation lui-même n'est pas forcément un sujet actuariat pur. Enfin, on doit travailler avec beaucoup de départements différents, notamment la DSI, l'équipe IT, etc. En même temps, le sujet d'automatisation lui-même, ce n'est pas un sujet qui impacte uniquement les actuaires, mais tout le monde. Voilà. Ying ne l'aura pas dit aussi bien, on a passé beaucoup de temps sur des projets transverses. Pour la petite blague, on qualifie de para-actuaire. L'image que vous pouvez vous faire, ce n'est pas les Jeux paralympiques, avec tout le respect que j'ai pour ces jeux, mais c'est pour la parapharmacie, paramilitaire. L'idée, c'est de dire qu'on travaille beaucoup en tant qu'actuaire avec des directions comptables, avec des directions d'investissement, avec les directions qui s'occupent de la gestion, avec la DSI. Et on a passé justement énormément de temps transverse pour justement apporter toute cette tuyauterie, toute cette matière pour que l'actuaire puisse faire son travail. D'où le côté para-actuariel et optimiste, parce qu'il faut rester optimiste et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, une technologie optimiste. Pour aujourd'hui, on a prévu 4 sections. Donc, le pourquoi on parle aujourd'hui d'automatisation, le pourquoi maintenant. On a prévu des démos pour que ce soit le plus concret possible. Et voilà, on vous invite à réfléchir ensemble à ce qui nous attend sur la partie automatisation. Voilà, on a remis rapidement des extraits de la vidéo, hein, mais comme vous l'avez vu, dans beaucoup de directions où l'actuariat est très présent, on a une très forte augmentation des exigences réglementaires. C'est parce que je connais bien, mais même dans le cadre S2, on a de plus en plus de reporting qui sont demandés, de plus en plus de granularité qui sont requises, et donc des reportings croissants qu'il faut gérer souvent à effectif quasi constant. On a aussi un accroissement du volume de données qu'on utilise, donc, et parce qu'on a de plus en plus de mailles à regarder, parce qu'on a de plus en plus de reporting à produire. On peut aussi avoir une démultiplication des systèmes, parce que quand on a des nouvelles normes, on a aussi des nouveaux systèmes qui rentrent en jeu, des nouvelles choses à produire, et j'en passe. Et alors, au-delà de l'aspect réglementaire, on va le voir, hein, le boom technologique qu'on connaît, tout ce qu'on lit dans la presse sur l'IA et autres, ça fait aussi que de la part du management, il y a aussi une attente d'avoir de plus en plus de KPI, de plus en plus de mailles d'analyse pour la prise de décision. Et donc on se retrouve vraiment avec une augmentation exponentielle des reportings à produire. Du coup, alors, quitte à casser un peu le côté très romantique de notre presse, la vraie question, c'est en fait l'automatisation, est-ce qu'on a le choix? Donc, sans aller jusqu'à parler d'un mariage forcé, on a besoin vraiment de cette automatisation. Alors, parce qu'au-delà de bien dimensionner les équipes, nécessairement, sur la partie réglementaire, ce qu'on voit, c'est qu'on a tous des délais qui sont très très contraints. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est énormément en 3 jours. Donc, à un moment, quoi qu'on fasse, on va atteindre les limites du nombre de personnes qui peuvent travailler sur un processus. Et c'est pour ça que l'automatisation est nécessaire. Et un des points que ça doit permettre, c'est typiquement d'utiliser au maximum toutes les heures d'une journée. Donc, si je vous donne un exemple là-dessus, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Vous avez une équipe qui vous livre des choses à 19h. Si à 19h, vous n'attaquez pas la suite de process et vous attendez le lendemain, en fait, vous ne tenez pas les calendriers. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des nocturnes, des samedis travaillés et autres. Alors que souvent, ces premières étapes, en fait, quand on automatise, il y en a beaucoup qui peuvent se lancer justement automatiquement. Du coup, vous avez des choses qui tournent la nuit, seul, sans activité humaine, et vous pouvez revenir le lendemain et démarrer votre process. Donc ça libère vraiment aussi les équipes. Ça permet, c'est le classique, mais de passer plus de temps à analyser et moins à produire les chiffres. Et ça aide dans l'efficacité au travail. Alors, sur ce sujet-là, on va beaucoup parler d'automatisation, peut-être même plus que d'IA. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de déçus qui sont venus que pour parler IA, mais souvent sur ces process-là, alors
On va faire un test. J'aimerais bien savoir qui dans la salle a encore récemment présenté des chiffres qui pouvaient avoir une coquille parce que vous aviez une cellule qui était mal tirée dans Excel ou un Shift F9 qui n'avait pas marché. Donc, je vois quelques oui, des mains, merci. Un peu plaisir. Vous n'auriez pas levé la main, j'étais mal pour la suite de la presse. Mais vous voyez, on part quand même d'une base où on est encore confronté à ça. Donc, passer directement sur l'IA, ça peut être un peu compliqué. Donc, on va y revenir, hein, mais la presse est aussi axée sur ce besoin d'automatisation avant même de parler d'IA pour simplifier un peu les process. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de ça, au domaine de l'assurance, et on l'a vu un peu sur la plénière de ce matin, souvent on a d'abord en tête dans l'assurance des choses qui sont faites pour le client. Donc l'IA qui est mise pour traiter plus vite les dossiers, pour traiter plus vite les souscriptions et ainsi de suite. Dans un deuxième temps, on commence un peu à y penser pour l'actuariat produit. Avec le big data, vous avez du scoring ou autre, donc on commence à penser à ça. Par contre, on y pense moins sur les fonctions régaliennes, type actuariat financier, où voilà, on pense un peu moins à l'IA. Alors ça, il y a deux options. Où l'actuaire financier est très réfractaire au changement, mais bon, on est entre nous, donc on va se trouver une excuse. Et une des excuses, mine de rien, quand on regarde, ça fait 15 ans qu'on est en constante révolution réglementaire. Que ce soit S2, IFRS 17, vraiment de nombreuses années qu'on est là-dessus. Et du coup, c'est vrai que c'est des projets qu'on a un peu parfois mis de côté pour d'autres choses, aussi parce que les process évoluent constamment. Et donc, on se retrouve un peu avec du retard sur ce sujet-là, quand bien même c'est ces évolutions réglementaires qui, aujourd'hui, font qu'on est complètement obligé d'automatiser. Sur les 15 dernières années qui viennent de s'écouler, on a repris une étude qui est faite au niveau de l'Office parlementaire. Et vous voyez des états octets sur les 15 dernières années qui sont passés, qui ont augmenté de façon exponentielle. Donc là, on ne parle pas que d'assurance, c'est toutes les données dont on dispose. Un zeta-octet, c'est 1000 milliards de milliards d'octets. Donc c'est des chiffres assez conséquents. Et vous voyez que la courbe se prolonge. Donc il y a une accumulation des données. On le fait tous, on garde un email, on ne le supprime pas. Bon, je peux revenir facilement là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de s'y retrouver. C'est-à-dire qu'on passe notre temps aussi, on passe une partie de notre temps à chercher la donnée. Donc ça, c'est un point, parce qu'il y en a plus. Et comme vous l'avez entendu aujourd'hui, il y a tout l'aspect valorisation de cette donnée. Elle existe, on pourrait en faire plus. Ça, c'était l'aspect données. Ne regardez pas ce schéma, il n'est pas juste. Mais l'idée était justement de montrer que chacun puisse plus ou moins reconnaître des briques que vous avez vues. Le travail de l'actuaire commence assez tôt. Il commence à partir des extractions des dataware. On retrouve toujours ce principe de dataware, datamart, où il y a toutes les données qui vont servir ensuite au traitement et au calcul. Il y a toujours une démultiplication d'étapes dites hors circuit, c'est-à-dire les traitements qu'on va faire sur Excel, des ajustements manuels, des patchs qu'on vient rajouter sur le système ou le processus dit officiel. On va avoir des outils de calcul différents aussi. C'est-à-dire que quand on parle d'outils de calcul, vous êtes dans des structures différentes qui ont du vécu, qui sont passées par des rapprochements. On a peut-être plusieurs outils de calcul au niveau de l'entreprise. Donc, avec un besoin de cohérence entre ces outils. Et enfin, combien de temps on passe sur les cadrages de chiffres? Est-ce qu'on a le bon chiffre? Est-ce qu'il est égal à ce que j'ai produit dans un autre rapport? Donc, tout ceci, juste l'idée, c'est de voir que, oui, c'est un peu chaotique, on peut le dire, en termes de nombre de systèmes et de la façon dont c'est structuré, et que ça nous occupe. Sur le pourquoi maintenant, on a voulu apporter des images, et quand on parle de technologie, elles sont concrètes, elles sont réelles. Le cloud est là. C'est-à-dire qu'on a des puissances de calcul phénoménales aujourd'hui, parce qu'on peut aller chercher l'extensibilité du cloud, et on travaille tous sur Teams. On sait qu'on peut faire du travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des outils où chacun met à jour en parallèle, et on bénéficie de l'aspect cloud et partagé. On a tout l'aspect automatisation, donc avec la précision que ça apporte. Le robot fait forcément moins d'erreurs que l'humain. Donc il y a une vraie valeur ajoutée et rapidité d'exécution. Et vous allez voir, on va vous parler aussi de plateformes avancées de données. Donc on va parler d'automatisation, mais on va vous parler aussi de plateformes.
C'est des choses qui vont de pair. Plateforme avancée de données, il y a des nouveautés qui, je pense, être intéressantes aussi dans cet aspect-là. Et pour finir, par rapport à ce que indiquait Raphaël, l'intelligence artificielle est derrière tout ça. C'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément d'aller tout de suite maintenant sur l'intelligence artificielle, mais on garde en trame de fond, on garde en arrière-idée que, en exploitant, en valorisant les données, en organisant tout ça, on fait des pas aussi vers l'intelligence artificielle qui peut faire des choses cognitives aujourd'hui, comme la générative AI, et avec une interface homme-machine qui, on le sait aujourd'hui, est assez presque magique. Sur ce slide-là, l'idée c'est de vous partager un ensemble de solutions qui sont actuellement utilisées et qui sont potentiellement utilisables pour automatisation du process. Avant de rentrer en détail, si je conclue ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pourquoi c'est aujourd'hui on vous parle d'automatisation, sachant que c'est un sujet en continu depuis 10 ans, depuis que j'ai commencé à travailler, on parlait déjà d'automatiser avec du VBA, etc., etc. Et, je dirais il y a deux raisons. Première raison, c'est on voit que maintenant, ça devient urgent, dans le sens où, avec les données, avec les process que Raphaël a évoqués, on est obligé de faire, sinon on ne s'en sort pas. Deuxième, c'est ce qu'il a évoqué, Redouane, c'est on a l'impression qu'on est plus ou moins prêt techniquement, avec toute l'évolution depuis les quelques années, que ce soit cloud, les plateformes, etc., etc. Ici, sur ce slide-là, vous voyez qu'il y a plein d'icônes qui ne sont pas forcément très bien organisées, si je me permets de le dire, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de solutions de différents types de technologies qui sont proposées. Ces solutions-là ne couvrent pas forcément tous les mêmes fonctionnalités, dans le sens où il y en a certains qui sont plus zoomés sur la partie données, entrepôt, nettoyage, certains qui sont plus zoomés sur toute la partie vraiment robotisation de manière, je dirais, bête et méchant, pour qu'on puisse recorter nos process étape par étape. On a également du pur langage de programming, y compris par exemple tout le monde parle du Python depuis quelques années, on voit que c'est la tendance. Et en même temps, on a également des plateformes qui sont beaucoup plus avancées, qui gèrent en même temps la partie donnée et la partie calculatoire, etc. Ici, si on prend un peu de recul concernant un process classique, parce qu'on parle d'automatisation, je raisonnerai par, on aura besoin dans tous les cas de clarifier 3 points. Première, c'est le sujet des données, c'est-à-dire où se trouvent les données qu'il y aura besoin d'utiliser, comment je les récupère, comment je les nettoie, comment je les prépare pour que ça devienne des données que j'utilise. Après, c'est tous les sujets liés à toute la partie qui appelle algo de calcul, donc nos formules de calcul. Ça pourrait être pour non-vie, donc comment je projette mon triangle. Et pour vie, c'est toutes nos formules, calcul dans les modèles de projection, par exemple. Sachant que sur ce deuxième sujet, quand on parle d'algo, il y a 2 points. Premier point, c'est les formules. Le deuxième point, c'est le langage, dans le sens où, si on regarde les logiciels qu'on utilise aujourd'hui, comme c'est des logiciels qu'on utilise, ils ont tous leur propre langage de développement derrière. Soit c'est des logiciels qui sont sans code, donc on fait juste quelques paramétrages, soit c'est des logiciels, par exemple, si on prend Codevys, donc Prophet, RFM, etc., c'est des logiciels, mais on pourrait venir taper plein de code, mais dans son cadre, c'est également le cas process qui ont déjà plein de packages derrière. Et voir, si on prend l'exemple très simple de Excel, tout le monde utilise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de low code. Excel, pour nous, ça c'est typiquement la première solution qui est le code, parce que tout passe par des formules qui sont déjà programmées en amont. Pourquoi Excel est tellement populaire. Après, le troisième sujet, par rapport au process, par rapport à comment on va optimiser un process, donc c'est une fois qu'on a clarifié c'est quoi les données que je vais utiliser, comment je les récupère, et c'est quoi mon formule de calcul, et c'est taper sur quel langage. Après, la question, c'est où se loger ces différents étapes en amont, dans le sens où est-ce que mes formules, que selon besoin, parce que imaginons qu'on a 3 étapes de calcul,
peut-être on va les séparer dans 3 outils. Et, après, il faut qu'on arrive à brancher ces outils, soit qu'on essaie de mettre tout dans une seule solution. Donc maintenant, par rapport à tout ce que j'ai évoqué comme les 3 points, si on revient sur ce slide, vous voyez avant tout ceux qui sont vraiment au milieu de slide, vous trouverez ce qu'on utilise vraiment très habituellement, de manière quotidienne jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont Excel, Access, PowerPoint, CodeV, on a le FIS, pour faire RFM, Teach, on aura nos RSQ, nos MATLAB, nos IPNRS pour CodeYard. Et avec à côté, par exemple, du MATLAB ou SAS pour la partie de traitement de données, y compris éventuellement du bio, etc. Et si on regarde un peu ceux qui sont à côté de ça, avant tout, pour toute la partie données, on va clairement aujourd'hui, il y a déjà plusieurs types de solutions, y compris les premières solutions qui sont plus des solutions pour la partie entrepôt des données, donc gestion des données. Par exemple, on va regarder Snowflake, etc. Ce type de solutions, si on souhaite, par exemple, aujourd'hui éviter nos étapes de manipulation des données post-extraction dans un fichier Excel, qu'on fait des nettoyages, etc., ça peut être largement fait dans ce type de solution, parce que globalement, toutes les solutions qui gèrent la base de données, il y a toujours des fonctionnalités pour des manipulations très simples des données, toute la partie nettoyage. Si on parle de toute la partie liée plutôt au langage, il y a quelques années, on parle encore du R. On va, par exemple, sur le marché français, parce que personnellement, il travaille beaucoup dans le cadre de Solvabilité 2. On voit qu'il y a plusieurs des solutions qui sont implémentées sur R pour le modèle en R, le NEMIP, y compris des modèles de projection de R, parce que très souvent, c'est des formules qu'on a besoin de développer, mais on ne sait pas où faire, dans le sens où Python n'était pas encore populaire à l'époque. De taper tout ça sur VBA, ce n'est pas forcément le plus raisonnable, parce que VBA, dès qu'on commence à parler de beaucoup de données, ça ne gère pas bien. Et SAS, il gère beaucoup quand c'est des volumes de données importantes. Mieux, je dirais que Python, etc. Par contre, il y a un sujet de si on veut avoir des formules de calcul relativement poussées, et y compris si on souhaite créer des interactions entre les différentes solutions, donc la partie SAS ou d'autres, c'est moins compatible, qui est largement par le cas qu'un VBA qui peut brancher tout. Voilà. Après, en bas à gauche, vous voyez ici, il y a quelques icônes, par exemple UiPath, Blue, Prism, etc. Typiquement, ça, c'est des solutions qui n'ont rien à voir avec Actuaria. C'est vraiment du pure solution d'automatisation de robots. C'est des solutions style VBA. Par contre, ce n'est pas du VBA en code, mais on fait un recours VBA. Donc, on va venir implémenter vraiment étape par étape ce qu'on fait, par exemple, ouvrir un fichier Excel, cliquer sur une cellule, changer une formule, fermer un fichier Excel, puis on ouvre, puis on fait une extraction de output d'un fichier Excel, on ouvre un R ou un SAS, etc., etc. Ce type de logiciels, ils sont là pour permettre d'automatiser ce que j'ai évoqué tout à l'heure de manière pas très méchante, parce que c'est équivalent, on fait un recours de VBA, mais du coup, dès qu'on a un petit bout du process qui change, il faudrait retaper. Après, on aura en haut à droite également une autre catégorie de solutions qui commence à être un peu la tendance. C'est un peu plus tard, Raphaël va nous faire un démo par rapport à ce qu'ils ont fait côté Genali. Ça, c'est des solutions, il y a beaucoup de bases. Quand j'essaie de comparer ces solutions-là avec d'autres, ils ne sont pas forcément conçus pour des acteurs qui sont plutôt back-office, etc., dans le sens où ces solutions, par exemple, quand on parle de, ici on va, il y a Microsoft Azure, on va, il y a DataIQ, etc. C'est des solutions qui sont plutôt des plateformes de IA, qui sont conçues de base pour faire des algos. Mais comme ces plateformes-là sont relativement bien faites, parce que c'est des dernières, je dirais, solutions qui sont sorties du marché, donc tous qui sont liés à branchement des données, nettoyage des données, et de paramétrer les étapes, donc nos process, et mettre des temps d'arrêt ou prédéfinis pour telle étape, à quel moment
pendant la nuit, qu'il lance parce qu'on sait que les étapes en amont sont prêtes. C'est des fonctionnalités par nature qui sont incluses à l'intérieur, même si de base, encore une fois, ce n'est pas forcément prévu à utiliser par les acteurs de ce sens-là. Et au-delà, comme c'est des solutions de base pour AI, donc il y a plusieurs avantages. Premier, c'est très souvent, ils sont assez open source, où on pourrait aller, si on aura besoin, d'utiliser des algos avec des solutions open source, par exemple, aller chercher des packages pour juste utiliser des formules qui sont déjà écrites en amont. Ces solutions-là, normalement, elles sont branchées de manière assez naturelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ces dernières solutions qu'on va, ces plateformes, ils sont toujours multilangages, dans le sens où on pourrait, s'il le faut, taper du R, taper du SQL, taper du Python, voir, enfin, il y a qu'il n'y a pas eu de VBA, mais voilà. Donc, on peut choisir les langages qu'on souhaite taper dessus, y compris si on souhaite brancher tous nos étapes, y compris ce qu'on fait actuellement dans les autres solutions, on pourrait les migrer de manière relativement simple parce que c'est compatible avec 12. Effectivement, ce n'est pas exhaustif. L'idée, c'est de vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de solutions à attirer la curiosité sur les solutions possibles et imaginables. Donc, ensuite, il y en a d'autres qui sont comme Appian et Pega, mais l'idée, c'est qu'on vous présente, on vous illustre ces solutions juste après. Rapidement, avant de passer aux démos, bon, vous le voyez déjà dans la presse, hein, hors assurance, tout le monde parle d'IA en ce moment. Côté assurance, mine de rien, c'est quand même cité dans dans les plans stratégiques de beaucoup d'entreprises. Et alors, vous le voyez dans les wordings, c'est souvent sous deux aspects. Il y a vraiment la partie data et meilleure utilisation de la data. Et il y a aussi toute la partie efficacité opérationnelle. Et là-dessus, alors bon, mécaniquement, dans l'assurance, ça va aussi cibler des métiers qui sont moins techniques que l'actuariat. Hein, et là-dessus, il y a déjà beaucoup de choses qui sont lancées, qui ont démarré. Mais ça cible aussi, on disait, l'efficacité opérationnelle sur l'actuariat, où on voit qu'on commence un peu à saturer dans certaines équipes en termes de charges. Donc il y a des investissements en cours. Sur la partie démonstration, j'attire juste un instant votre attention sur la démarche, sur la façon de... Ce qu'on dit, c'est que tout à l'heure, vous avez vu, on a présenté quelque chose qui allait de gauche à droite, des entrepôts de données vers le reporting. Là, on renverse la table un petit peu. L'idée, c'est, on parle de plateforme de données. Moi, j'imagine une plateforme de façon horizontale. Et donc, du coup, on fait passer les données en bas. Vous allez voir, ça a quelques mérites. C'est les centraliser et pouvoir brancher par-dessus des applicatifs. Un outil de provisionnement, un outil de calcul ALM, tous les outils que vous utilisez pour les calculs ORSA, USP, peu importe, tous vos outils peuvent être connectés vis-à-vis de la plateforme. Et vous voyez, on rajoute une couche en bleu par-dessus. Donc j'ai commencé par le bas. Je parle des applicatifs. Là, vous pouvez imaginer tous les outils de calcul. Et en dessus, on dit orchestration, interfaçage et intégration. C'est une couche par-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler avec vous aujourd'hui plus du 1. C'est-à-dire que l'idée de cette présentation était de vous parler de l'interfaçage entre de fluidification de processus, que ce soit automatique. On va aussi vous parler de la notion de plateforme et de solution intégrée, c'est la partie 2. Et on a aussi prévu quelques illustrations modestes sur la partie AI et AI génératif, ce que ça peut aussi pour se projeter dans l'avenir. Donc on va commencer par le 1, et c'est dans la partie orchestration. Ce premier démo, il s'agit d'une solution maison développée de notre part, qui est sous Python. L'initiative de penser à faire quelque chose de ce style-là, c'est une expérience qui vient de ma part, pas par un autre projet, mais très très similaire, pas parce qu'il a évoqué Raphaël tout à l'heure, quand il disait que oui, il fallait attendre la matinée pour lancer le process après. On était dans un projet où on fait la recette de
tout ce qui sont liés au projet d'implémentation IFA17, donc il y a Data Platform, toute la partie Prophet, puis System Engine, etc., que presque chaque jour, on devait attendre de recevoir une version de modèle prompt qui vient de Data Platform. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Ça peut être 2 heures du matin, 3 heures du matin. On se dit pour éviter d'attendre ça parce que le temps est très précieux, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est juste de créer un petit code, enfin sous Python, je vais expliquer un peu plus tard pourquoi Python, qui vient scanner le dossier ou qui est prévu d'avoir le modèle prompt qui arrive. Dès qu'on voit que le fichier est prêt, on lance tout de suite la partie Prophet et DCS. Et comme ça, le matinée, quand on arrive, il y a au minimum toute la partie en amont est déjà faite. On ne laisse pas la machine vide pendant la nuit, parce que ça nous a gagné vraiment beaucoup de temps, comme on était sur un projet vraiment très chargé. Et après, maintenant, si je me permets de revenir sur le sujet Python, tout à l'heure, quand j'essaie d'expliquer les différents logiciels qu'on utilise, y compris historiquement qu'est-ce qu'on utilise comme méthode d'optimisation, clairement, on sait que VBA lui-même est également une solution qui est très transverse, dans le sens où du VBA pour brancher presque toutes les solutions, y compris les logiciels que les actuels utilisent, que ce soit Prophet, SQL, etc. On a toujours soit un add-in, soit un API qu'on peut brancher directement avec du VBA. Et en VBA, on peut également lancer en mode batch plein de choses. Par exemple, il y a presque 10 ans, pour un autre projet, on a déjà créé du code VBA qui lance en mode batch du R pour un modèle interne. Donc, quand on a commencé à taper ce code Python, la première question qu'on se pose, c'est quel langage qu'on prend. Effectivement, on a beaucoup hésité entre du VBA et Python. Finalement, on a décidé Python pour plusieurs raisons, même s'il y a VBA qui a tous ses avantages. Première, c'est on voit que Python lui-même, c'est le langage des tendances. Enfin, tous les jeunes apprennent du Python à l'école, qui sont motivés de pratiquer. Et deuxième point, c'est un open source, donc on a vraiment toutes les packages possibles, plus que R, sachant que Python peut faire largement ce qu'il fait en R ou en SAS ou du Excel. Et troisième point qui est également important, c'est comme Python il est en train de prendre sa position au niveau de plateforme et de langage de programming sur le marché. Quand on regarde presque toutes les plateformes, nouvelles plateformes, par exemple tout à l'heure quand il évoquait les plateformes de data, etc., ils sont tous compatibles avec du Python, dans le sens où soit c'est au sein de cette plateforme-là, on peut mettre du code Python, puis on lance l'un derrière qui branche avec le processeur en amont, soit ces solutions, ils ont eux-mêmes des API, par exemple, qui est le cas de Dataiku, qui a un API Python. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut taper nos codes Python nous-mêmes, et qui vient lancer, par exemple, des process qui sont déjà créés au sein de Dataiku lui-même et déjà relativement automatisés. Voilà. C'est pour cette solution-là c'est pour toutes ces raisons-là, on a fini par du Python qui est l'idée, c'est juste de brancher les process qui nous sauvent la vie avec une petite interface sous Excel. Donc c'est ce que vous avez eu tout à l'heure. Donc là, on vous montre un déroulé de process lancé par Python. Je vais vous faire exactement la même démonstration avec un outil de marché. C'est-à-dire que je ne suis pas sur Python, je vais utiliser un outil d'automatisation. Là, c'est un exemple vie. Sur la page suivante, c'est un exemple non-vie. J'utilise du iPad, il n'y a pas de favoritisme quelconque sur les outils, il y a différents outils de marché. Donc, on a un processus relativement simple qui passe par plusieurs étapes, R, Excel, un outil type IBNRS qui va faire le calcul des provisions, et puis la partie reporting. Et de la même manière, quand on lance la vidéo, on a un déroulé qui est assez similaire, qui nous permet de visualiser sur un organigramme les différentes tâches qui sont exécutées. On fait ici 2 fois la même démo. Une démo avec Python. Là, je refais la même démo avec un logiciel de marché qui permet d'orchestrer les étapes. Ce qui est très important, c'est d'avoir une vision claire du processus que je vais exécuter. Donc là, on décrit globalement le processus visuellement avec les étapes qui doivent être activées. Et le logiciel va spontanément engager un ensemble de travaux qui va, donc lorsqu'on va le lancer, il va passer, donc là il est en train de tourner, il va aller chercher l'information.
Donc il permet à l'utilisateur de confirmer la date avec laquelle il veut partir. Et donc une fois qu'on spécifie les 2 paramètres nécessaires, qui peuvent être aussi paramétrés par ailleurs si on est sûr du paramètre dès le début, s'exécute donc R, et à la suite, vous allez voir s'exécuter les autres logiciels de manière à ce qu'à la fin, on puisse avoir nos résultats. Donc R qui va aller chercher, préparer l'information, donc c'est en live, c'est du temps réel. Et une fois qu'R va clôturer, ça va basculer sur Excel, donc avec le temps que ça requiert. Et après Excel, il va aller chercher l'outil de provisionnement non-vie qui va tourner derrière. Je vais dire une généralité, mais un processus, pour qu'il soit automatisé, doit être relativement strict. Donc ici, à partir du moment où R a tourné, donc on va partir sur la 2e étape qui est sous Excel. Donc avec le temps que vous voyez, c'est le temps de la machine. Ce n'est pas le temps du robot qui automatise, donc, intrinsèque à Excel ou à R. Et une fois qu'il a alimenté les triangles, il peut emmener les triangles dans le calcul cross, en l'occurrence, qui servait au provisionnement. Ce qui est important, c'est que ça va jusqu'au reporting derrière. Donc là, on a, de façon très pratico-pratique, on avait comparé ce processus-là fait avec la machine, avec ce que ferait un opérateur de façon manuelle. Il y a un gain d'efficacité qui est assez conséquent, qui se mesure à un facteur de 10. Donc là, on est au niveau du logiciel qui fait le calcul des ultimes dans le provisionnement d'envie. Et tous les clics que vous voyez sont faits par la machine. Il n'y a pas d'intervention humaine depuis tout à l'heure. Après, si je me permets, en fait, ce type de solution, pour qu'il soit automatique, ça revient à ce qu'il évoquait tout à l'heure. Comme l'idée, c'est de recorter, vous avez vu tout à l'heure, il y a des arbres qui enchaînent vraiment des étapes par étapes, qui sont très très précises. Donc quand il y a des changements, il y a un coût, je dirais un effort de mise à jour qui est un peu plus important si on est encore sur un process qui n'est pas si stable. C'est pour ça on voit que en pratique, ce type de robots sont très souvent utilisés dans le monde d'assurance par la partie plutôt gestion, etc. Donc c'est la partie où on a vraiment des choses qui se répètent de manière très très régulière. Et côté actuariat, c'est un peu moins. Donc voilà, ça a fait le tour, on s'est arrivé jusqu'au rapport. On peut passer à la démo suivante. De mon côté, peut-être un point intéressant, c'est que finalement le process qui est le plus automatisé dans mes équipes, on n'a pas forcément parti pour automatiser. En fait, le sujet qu'on avait, c'était on avait des traitements qui mettaient plus de 24 heures à tourner parce qu'on commençait à avoir vraiment trop de contrats. Parfois des programmes qui plantaient. Donc, quand vous avez attendu 24 heures que ça plante, qu'il faut repartir pour 24 heures, c'est très compliqué. Donc c'était plus soutenable. Donc on est plutôt déjà parti sur le fait de faire un data lake, d'avoir une plateforme big data pour juste que les traitements déjà tournent plus vite. Et en fait, avec cette plateforme-là que vous avez vue, que vous allez revoir, on a recodé vraiment tous nos process. Et bon, vous allez voir, c'est très visuel. Donc vous avez toute une partie no-code dont on parlait Ning, donc ça a permis que des gens montent sur la plateforme très très rapidement. Et vous avez aussi par contre des parties là, pure dev qui peuvent être beaucoup plus compliquées et où là c'est même nous des profils data scientists qui ont rejoint l'équipe et qui optimisent complètement les algos sur ces travaux-là. Et donc post ces traitements, on s'est rendu compte qu'en fait un des gros plus c'était automatisation. En gros, toute la partie à gauche, ce que vous voyez c'est les fichiers d'entrée. Et donc l'idée de ces traitements, c'est que dès que le fichier d'entrée est mis à jour, et ça peut être, l'idée c'est au maximum que ce soit des déversements automatiques, donc d'un système de gestion, d'une autre équipe qui le met sur la plateforme, ou même nous, d'un traitement qui finit de tourner, qui crée un fichier, qui le met sur la plateforme, en fait vous avez tout le reste qui se lance. Et donc tout le reste, ça peut être 2 étapes, comme ça peut en être 35. Et donc ça permet de casser un peu ce qu'on disait au début, c'est que vous n'avez pas besoin d'être là pour attendre qu'un fichier arrive. En fait, dès qu'il se déverse, tout le process tourne. Alors,
entre guillemets, l'inconvénient de ça, vous le voyez, on peut avoir des process très gros, là c'est pas forcément le plus gros qu'on a mis à l'écran, c'est que quand vous arrivez le lendemain et qu'il y a 40 étapes qui ont tourné, il faut quand même être en mesure de vérifier que tout a bien tourné et que c'est juste. Mais finalement, cette crainte, vous l'avez aussi aujourd'hui, en non automatisé, vous avez le même problème de regarder que le process qui vient de tourner, il n'y a pas d'erreur, sauf que là, s'il n'y a pas d'erreur, vous avez l'intégralité de la chaîne qui a tourné. Et avec les nouvelles technos, cette intégralité de la chaîne, finalement, elle tourne dans des temps raisonnables. Donc, c'est vraiment ce côté, vous voyez plusieurs exemples, mais de réussir à lancer dès qu'un fichier arrive, sans avoir besoin d'aucune intervention humaine, qui permet de faire gagner vraiment, nous, beaucoup de temps, pour le coup, sur nos process. Et c'est très important, on ne présente pas une solution par rapport à une autre. Et là, l'idée, c'est de voir la diversité des solutions possibles. Là, c'est une autre solution de type data platform. Elle permet l'orchestration des runs, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Visualisation du workflow, ça permet de voir par où passent les traitements. Il y a un notebook multilangage, c'est-à-dire qu'on peut attaquer du SQL, on peut attaquer du Python, on peut attaquer d'autres différents langages à partir du même écran. On peut rechercher les données. C'est très intéressant, c'est une fonctionnalité très intéressante. Imaginez, vous cherchez la courbe de taux. Vous tapez courbe de taux, dernière version, vous avez votre courbe de taux qui va ressortir. C'est-à-dire que vous avez en live la dernière version de la courbe que vous pourriez utiliser mise à jour. Vous avez des dashboards de suivi au sein des plateformes et surtout, ça permet une parallélisation du temps de calcul qui fait que la donnée et le temps de traitement de la donnée est extrêmement réduit. Et en l'occurrence, ici, c'est Databricks, pour ceux qui ont peut-être reconnu, mais le principe étant qu'il y a quelques mots-clés qui sont « je centralise les données », c'est ce qu'on pousse ici, je les ai donnés au même endroit, mes runs sont orchestrés, tout est suivi les uns après les autres. Je visualise les traitements, c'est la même chose que ce qui était dans Dataiku. Je peux travailler avec différents langages. Je ne suis pas limité avec un seul langage dans ma façon d'interagir avec la machine. Je suis sur le cloud pour aller vite. Et je peux chercher à tout instant une donnée synchronisée, partagée avec l'ensemble de mes équipes. En ayant fait ça, on cherche à optimiser. Vous voyez qu'on cherche à optimiser le processus, on cherche à gagner du temps et on cherche à lancer des choses en shadow, de façon à avoir des résultats à la fin. Donc, notre dernière partie va porter sur l'IA. Donc là, c'est un exemple de génération d'un rapport. Donc on tape une demande, on est sur une interface, on tape une demande de génération d'une présentation avec quelques éléments clés. Est-ce que la machine, tu peux me faire une proposition de slide à partager. Donc la machine, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle propose un sommaire qui se base, là le sommaire est proposé, on peut l'ajuster, on peut le compléter, on peut l'introduire. Et une fois que le sommaire est validé, la machine se lance dans la génération de la présentation. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher l'information et comme vous voyez, les slides se génèrent aussi automatiquement à partir de l'information qui est proposée. C'est-à-dire qu'on interface aussi sur la partie home machine une façon d'aller traiter l'information qui permet de restituer sur la base des données que vous avez au niveau de la plateforme. Donc là, on a pu voir avec vous 3 composants, donc l'automatisation, les plateformes et aussi la génération, l'interaction avec la machine, avec la partie IA qui permet de faire des générations de rapports. Ça, c'est la section plutôt de conclusion. Effectivement, là, l'idée, c'est de voir avec vous qu'est-ce que vous attendez votre travail d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Moi, Yao, étant une personne qui a pas mal suivi cette dernière évolution d'Ecolo et par rapport à tout ce qu'on a eu, moi, idéalement, je dirais qu'il y a donc d'ici peut-être 5 ans, pour tous les process qui m'intéressent, je vais avoir éventuellement une petite application sur mon téléphone
que je lui parle, je dis que vas-y, lance-moi mon calcul FX17 avec les données pour telle date. Et donc c'est toute la partie communication plutôt utilisée à travers l'interface IA générative qu'on voit que pour, enfin ces dernières années y compris, actuellement ça marche très très bien avec ChatGPT, etc. Et derrière, ce sera nos solutions. Ça pourrait être une solution, un robot qui lui-même est branché avec beaucoup de solutions, enfin qui s'enchaînent entre eux, mais c'est le robot qui gère. Ça pourrait être au sein de ce même robot, donc une seule solution, par exemple, une seule plateforme qui fait tout. D'où on considère que c'est ça, par exemple, des solutions qu'il appelle plutôt du intégré, c'est-à-dire une solution qui fait tout. Les codes seront également à un moment donné, je dirais, généralisés dans le sens où il y aura peut-être moins de sujets d'un assureur à l'autre quand on fait tel ou tel calcul. On aura besoin de taper du code nous-mêmes, enfin des formules, parce que c'est ça, des formules partagées qui sont tous dans le package où il y a le robot qui vient de chercher ce package-là, que ce soit en Python ou d'autres. Voilà. Raphaël le dira mieux que moi. L'idée, c'est qu'il y a des gains, il y a des bénéfices à l'automatisation collatéraux. C'est-à-dire qu'en cherchant à automatiser, à plateformiser, on a des gains par ailleurs sur d'autres sujets. Là, ici, c'est le plus visuel possible, mais l'idée, vous savez, parfois, on a une redondance de l'information. C'est-à-dire que on va avoir la même information. Imaginez une valeur marché d'un titre, par exemple, qui va se retrouver à se balader entre différents départements avec différentes mailles, ce qui crée une redondance de l'information et qui nuit à la qualité de la donnée. C'est-à-dire qui a le mot juste sur l'information, sur une information donnée. Ce qu'on dit, c'est qu'en cherchant à plateformiser, donc à organiser les données, on réduit les redondances. C'est-à-dire qu'on sait que telle information appartient à telle équipe et que telle équipe est responsable de sa donnée et par conséquent garante de sa qualité. Donc on gagne sur la qualité de la donnée. On gagne aussi sur des sujets de synchronisation. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses sources de DataWare, DataMart sur lesquelles il y a des batchs qui tournent. Est-ce que ça tourne au même moment? Est-ce que l'information est synchronisée quand on va lancer notre calcul? Les plateformes permettent de garantir la synchronisation de l'information utilisée. Peut-être pour faire un petit retour d'expérience donc sur ce qui a pu être fait côté Generali. Bon, le premier, on en a pas mal parlé, hein, j'y reviens pas, mais c'est cette capacité à aller proche des fameux 3-8, mais avec des machines qui tournent la nuit, des actuaires qui font plutôt les analyses en journée, et voilà, ce qui permet, j'espère, de tenir les plannings un peu contraints qu'on a tous de plus en plus. Le deuxième point, c'était un peu l'objet de la presse en vous montrant un peu tout ce qui existe, c'est de dire, n'attendez pas l'outil parfait. À force de voir beaucoup d'IA partout, des fois on se dit, tout va très vite, il va y avoir encore des évols qui arrivent, attendons un peu, nos process évoluent. Parce qu'il faut vraiment éviter ça pour deux raisons. C'est qu'à un moment, la marche peut vite devenir trop grande à franchir et en tout cas faire peur. Et l'autre point, c'est que, en fait, on le voit, l'automatisation entraîne l'automatisation. On l'a dit un peu rapidement, quand vous êtes habitué à avoir des process, alors, je reprends Excel, mais du coup on peut changer à chaque fois, que dès qu'il y a une nouvelle question, un nouveau cas particulier, on ajuste, on modifie très vite. Alors, en fait, on prend des habitudes de travail qui ne sont pas propices à l'automatisation. Par contre, quand vous commencez à automatiser, par contre, ça demande aussi parfois de même changer un peu la culture d'entreprise, et vraiment la culture du travail qu'on a, mais ça contraint complètement. Et petit à petit, on travaille de plus en plus comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, en commençant à automatiser un process, en fait, quand vous en construisez des nouveaux, ou même les existants, vous commencez à les penser un peu différemment. Ce qui fait que le jour où vous voulez les automatiser, en fait, ils sont déjà dans un mood, si je peux dire, prêt à être automatisés. Alors, vous l'avez vu, pour une présentation IA, on a quand même beaucoup de cœur dans cette presse, donc des idées de conclure plutôt par les points négatifs, même si c'est pas ce qu'il faut faire, mais il y a quand même 3 points d'attention. Le premier, j'en ai un peu parlé, c'est celui qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle d'automatisation, c'est le côté boîte noire, auquel il faut faire très attention, mais ça, c'est dans la construction et
Bon, pour le coup, peu importe les process, c'est un point d'attention pour éviter quand même cet effet boîte noire, parce qu'à un moment, même si tout est automatique, il faut quand même toujours comprendre ce qui se fait si on veut pouvoir analyser les sorties. L'autre point auquel on pense peut-être un peu moins, c'est que ça demande quand même un besoin d'équipe pluridisciplinaire. Euh, Moi, typiquement, par exemple, là-dessus, j'ai fait le choix d'avoir dans l'équipe, enfin, pas que des actuaires, mais quand même quelques profils data scientists qui savent optimiser les algos et débugger un peu la machine quand il faut. Donc, il y aura toujours besoin d'actuaires, mais c'est vrai qu'à vouloir vraiment beaucoup automatiser les process, il y a un besoin quand même dans les équipes d'avoir des gens qui sont formés à ça et dont vraiment c'est le cœur de métier. Le dernier point, alors même si on est tous les trois très convaincus de tout ce que peut apporter l'automatisation, c'est des projets qui restent énormes à mettre en place. C'est beaucoup de temps, ça demande mécaniquement, il faut que ceux qui connaissent les process qui existent, ça leur demande beaucoup de disponibilité. Donc, voilà, c'est des gros projets, ça demande du temps et de l'investissement, mais comme on a essayé de le montrer, on pense que de toute façon on n'a plus trop le choix et qu'à un moment il faut y aller et que c'est vraiment la nouvelle étape pour le faire. Donc tout ça nous permet de conclure sur une phrase de Confucius avant de vous laisser la place pour les questions, qui est « c'est en déplaçant les petites pierres qu'on déplace les grandes montagnes ». Donc même si vous n'avez pas commencé les automatisations, allez-y. L'automatisation et l'actuariat est un couple qui a de l'avenir. Super, Raphaël. On a un petit peu dépassé. S'il y a des questions, on est preneur pour les plus combatifs. Combien de temps pour la mise en place d'un process automatisé? Est-ce que c'est minimum 1 an ou plus? Alors, celui que je vous ai montré, donc on a vraiment refait tout le processus des comptes sociaux. Et pour le coup, alors on l'a fait en même temps que le projet IFRS 17, en même temps que la prod. Donc, alors, c'était plusieurs années, mais parce qu'il y a eu tout ça en même temps. Donc, nous, typiquement, pour refaire tout le social, et on n'a pas complètement fini, on est à peu près sur 3 ans. Après, il y a envie de dire que quand on parle d'automatisation, encore une fois, comme on dit, il ne faut pas penser dès le début que je vais finir par tout de suite un process qui est complet, end-to-end, qu'il y a un clic-bouton qui fait tout. Vu qu'on a toujours des process assez longs, on pourrait toujours automatiser bout en bout. Dans le sens où, selon le bout de process qu'on souhaite, parce que c'est là où peut-être il y a le plus de pain point. Par exemple, il faut attendre un jour, attendre toujours, qu'on en a marre de appeler la DSI ou l'équipe data pour nous dire quand est-ce qu'on a les données. Au lieu d'attendre le week-end, par exemple, là, ça pourrait être juste un petit bout qui nous gêne beaucoup, qu'on fait juste automatisation de ça. Pour ce type d'automatisation, ça peut être très très rapide. Le petit programme Python qui évoqué tout à l'heure, qu'on avait implémenté chez un client qui vérifiait que les données modèle prendre qui arrivent et branche lance prophète DCS puis lance prophète, lance les fichiers Excel derrière. Au total, ça a pris 3 mois. Parce que du moment où les process eux-mêmes, comme on est plutôt en train de raisonner par une orchestration, du moment où il y a par exemple 50 fichiers Excel qui sont propres, utiliser Python ou utiliser VBA, finalement c'est la même chose. Je vais vous faire un et après j'ouvre l'autre, etc., etc. Ceci dépend également de logiciels, des sous-jacents derrière, dans quelle mesure ils sont prêts pour être automatisés. Parce qu'il y a toujours avant tout une couche de vérifier mon process d'A à Z. Est-ce que je ne vais pas profiter d'optimiser mon process, y compris mes fichiers actuels? Et puis, c'est une couche de nettoyage de ce qui existe avant qu'il soit branché. Voilà. Donc, c'est un peu cas par cas. Ok, merci.
Je me permets de prendre toujours mon exemple de Python parce que comme il participe beaucoup dans la conception, effectivement, pour cette solution-là qu'on a essayé de faire, c'est effectivement pour éviter que dès qu'il y a un changement, ça change tout. Du coup, on a raisonné plus par, on a des packages des fonctions sous Python, dans le sens où une fonction qui sert à lancer du VBA, une fonction qui sert à aller brancher, par exemple, la partie SAS, une fonction qui sert à brancher avec la partie prophète. C'est un jour, et puis, comme on raisonne par des fonctions, du moment où on sait qu'au total, il y a 10 process, le premier, c'est du fichier Excel. Donc, je lance du VBA. Deuxième, c'est la partie SAS. Troisième, c'est du Excel. Quatrième, c'est ça. On a dans cette conception de raisonner par, on met la liste, vous avez eu tout à l'heure, il y a une petite interface sous format Excel, que chaque ligne représente une tâche et il a une numérotation à côté, avec un yes-no pour dire qu'est-ce que je souhaite lancer ou pas. Typiquement, si un jour, je me suis rendu compte qu'entre tel ou tel process, je souhaite ajouter un. Donc, c'est ça, une ligne à ajouter. On ne change pas ce qui est en amont. Par contre, ce point-là, effectivement, c'est un point, je dirais, qui est tellement important parce que c'est vraiment là où on pose nos questions dans quelle mesure qu'on est prêt ou pas à faire une automatisation. Si on pense que tout change, tout de suite, on va dire que non, peut-être on doit attendre que tout soit stabilisé. Mais après, selon la solution qu'on va adopter, il y a des façons de remédier à ce type de points. Mais ce qui n'est pas faux, c'est quand on utilise, par exemple, l'éditeur style UiPath, c'est ça beaucoup plus compliqué quand il y a un changement, même mineur, pendant nos process. Non, c'est un tout petit peu. Pour moi, il y a 3 gros changements. Quand on dit, si on remet complètement à plat le process, oui, c'est pas le bon moment pour automatiser, donc il faut qu'il y ait quand même une structure qui existe. Après, vous avez aussi le côté, le besoin de changement, un peu matériel, il y en aura toujours, mais on va dire que c'est des choses qui arrivent 2-3 fois par an, voire même moins. Et ça, du coup, même dans un processus automatisé, ça se modifie. Et c'est pour ça que je disais, pour le coup, il y a une équipe de data scientists qui est dédiée à ça pour passer ce type de changement-là. Après, si on parle du 3e point qui est le fameux ajustement manuel qu'on fait un peu en fin de process, et lui, pour le coup, on ne l'a pas du tout anticipé, là, c'est vraiment dans la réflexion de comment on fait l'automatisation. Et bon, je ne devrais pas le dire, mais typiquement, dans tous nos process, à la fin du process, il y a un ajustement manuel qui reste possible. Et ça, par contre, c'est, je pense, important dans nos métiers, parce que, oui, c'est jamais complètement lean, il y a toujours des petits cas particuliers, mais mine de rien, un process automatisé, il peut aussi se penser avec ces cas particuliers, avec des possibilités d'ajustement qui doivent quand même être mineures et vraiment en bout de chaîne, mais qui doivent rester possibles.
que c'est une question aussi de volonté et de besoin. Est-ce qu'on a besoin d'automatiser? Et si oui, il y a une architecture qui se dessine selon le contexte dans lequel on est. Ouais. Après, il y a aussi envie de dire que, en fait, comme là, on parle de différentes solutions très souvent, au-delà de, par exemple, développer quelque chose nous-mêmes sous VBA, sous Python, etc. Dès qu'on parle d'acheter en plateforme ou en logiciel, style automatisation ou plateforme IA, etc., il y a toujours un coût et qui coûte assez cher. Du coup, pas parce qu'on a eu aujourd'hui, très souvent, ce n'est pas que les actuaires qui ont ce besoin. C'est même très souvent, c'est plutôt les équipes de data science, les équipes de data de nos différents clients, enfin, chez les assureurs, etc., ou réassureurs, qui ont pris leur initiative d'acheter ces plateformes-là. Et après, on s'est rendu compte que les actuariats à côté, enfin, comme nous, on doit utiliser des données, on a nos calculs, etc., on puisse profiter également de ces solutions pour faire nos choses. Typiquement, toute la couche liée à extraction de données, nettoyage, etc., aujourd'hui, c'est quelque chose, je dirais que c'est une tâche que tout le monde fait. C'est très systématiquement, dès qu'on reçoit une base de données, on regarde est-ce qu'il n'y a pas de nettoyage à faire, on fait des réconciliations. Ce type de tâches, ils sont presque systématiquement intégrés dans ce type de solution. Donc, si on sait que ces solutions-là, ils sont déjà branchés avec les données, au minimum cette partie-là, ça nous évite, une fois qu'on met quelques lignes de code à l'intérieur, ça nous évite déjà toutes ces tâches sur Excel, sur Access, sur SAS, etc. Voilà.